Jacques, fils de Zébédée, avait un rôle parmi les 12 apôtres, mais il était surtout connu pour être un émerdeur. Il est probablement aussi passé par les mêmes épreuves et expériences que les autres apôtres, comme boire de la même coupe que le Christ et être baptisé du même baptême. Cependant, les apôtres étaient tous des individus différents les uns des autres, avec parfois des animosités entre eux. La réincarnation d'un tel personnage aujourd'hui ne serait pas nécessairement identique à ses vies antérieures. Il est important de discerner si une expression créative vient du désordre hasardeux ou de l'intelligence, en utilisant notre intuition et notre discernement. Les protons voyagent et lorsque divisés, leur énergie se perd également. Il existe divers chemins possibles pour arriver à une opinion, mais l'opinion de chacun est soulignée. Le désordre ne peut pas être orienté, mais nous pouvons orienter l'ordre. Il faut s'entourer d'ordre et déléguer aux personnes moins ordonnées qu'eux. Nous. Certains individus sont manipulés par des facteurs astralisés qui leur font croire qu'ils peuvent atteindre des sommets qu'ils ne peuvent pas atteindre. La plupart des paramètres sont déjà définis, et le classement social reste généralement le même, à moins d'une augmentation de richesse énergétique. Chacun a un rôle spécifique dans l'évolution, qui n'est pas choisi, et pour augmenter notre propre potentiel énergétique, nous devons contribuer à l'augmentation de celui qui est déjà plus élevé que nous. C'est une mécanique difficile à accepter pour l'ego, mais nécessaire pour avancer dans l'ordre. Le texte parle de la hiérarchie et de l'évolution de la conscience. Il explique que ceux qui sont capables de supporter des impressions supramentales sont considérés comme plus évolués et se trouvent plus haut dans la hiérarchie. Cependant, pour monter dans la hiérarchie, il est nécessaire de faire monter ceux qui sont déjà à un niveau supérieur. Le texte suggère également un système financier où chaque personne contribue mensuellement et où une personne est choisie pour recevoir une somme d'argent plus élevée, créant ainsi une structure plus équilibrée. Cependant, il souligne que les égos peuvent être un obstacle à la mise en place d'un tel système. Enfin, le texte explique que dans une hiérarchie donnée, un individu ne change pas de niveau hiérarchique, mais le désordre en dessous de lui s'organise au fil du temps. Le texte souligne l'idée que la richesse matérielle ne détermine pas le niveau d'une personne, mais plutôt l'énergie et l'attitude qu'elle dégage. L'auteur affirme que la hiérarchie sociale influence la situation financière des individus, mais que pour qu'une petite hiérarchie s'élève dans une plus grande, il faut que ceux qui sont en haut participent à l'élévation de tous. Les pauvres de notre société sont considérés comme riches par rapport aux pauvres des pays en développement, mais leur niveau de richesse dépend de l'évolution générale de la société. L'auteur suggère également que prétendre changer de hiérarchie sans reconnaissance des autres est futile, car l'individu serait toujours perçu selon sa véritable position. Enfin, il est souligné que l'organisation et la progression nécessitent une valorisation collective et non individuelle. Le texte souligne l'importance de l'organisation et de la coopération pour atteindre des objectifs communs. Il met en avant le fait que les individus forts ont tendance à se regrouper et à aider les plus faibles, tandis que la désorganisation conduit à l'échec. L'auteur affirme que l'intelligence collective est nécessaire pour prendre des décisions et mettre en œuvre des actions efficaces, et que les valeurs individuelles doivent être mises de côté au profit des valeurs collectives. Il utilise l'exemple d'un centre de culturisme pour illustrer comment une organisation bien structurée peut réussir. L'auteur compare également le fonctionnement du cœur, où chaque cellule agit en harmonie pour pomper le sang, à la nécessité pour les individus de travailler ensemble vers un objectif commun. En conclusion, il affirme que l'organisation et la collaboration sont essentielles pour obtenir des résultats positifs. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de l'organisation et de la coordination dans les actions entreprises par un groupe. Il explique que les individus peuvent se disputer sur des détails superficiels comme la couleur ou la forme, mais que cela ne devrait pas être un sujet de litige. L'essentiel est de parvenir à une entente sur les objectifs à atteindre et de répartir les tâches en conséquence. L'auteur met en garde contre l'orgueil et la recherche de reconnaissance personnelle, qui peuvent nuire à la réussite collective. Il insiste sur la nécessité de faire preuve de discipline et d'accepter les décisions prises par le groupe, afin d'éviter les conflits et de favoriser l'harmonie et l'efficacité. L'auteur conclut en soulignant l'importance de la simplicité dans la planification et l'exécution des actions, en rejetant tout facteur de désorganisation et en favorisant la cohésion du groupe. La personne affirme qu'on ne peut pas faire ce que l'on ne doit pas faire. La fin est représentée par deux aspects particulièrement intéressants. Elle explique qu'il ne faut pas se concentrer sur soi-même, mais plutôt se fier à l'intuition. Ensuite,
Elle évoque l'importance de discipliner son ego afin de trouver la solution aux problèmes de santé, finances et liberté. NL, la solution est présente autour de nous, mais il manque de l'organisation et de la valorisation personnelle dans l'accomplissement des tâches. Elle souligne également que l'intelligence permet de décider si l'on fait partie d'un mouvement ou pas. Elle critique ceux qui cherchent constamment des choses compliquées et préfèrent souffrir pour y arriver. Elle partage ensuite qu'il faudrait éviter de travailler et propose une alternative basée sur la compréhension et la programmation de l'ego. Elle explique qu'en commençant par de petites tâches, on peut progresser et attirer des opportunités en dessous de nous. Elle dénonce l'idée de la hiérarchie et encourage à se concentrer sur les choses simples. Elle mentionne que parler d'argent est sujet à controverse, mais promet d'en parler uniquement à ceux qui ont une énergie d'investissement. Finalement, elle se questionne sur le lien entre la spontanéité vivante et la véritable créativité. La spontanéité vivante peut générer de la créativité, mais elle provient souvent de l'ego et peut être égoïste. Il est préférable d'appliquer l'intelligence et de se questionner sur nos actions pour éviter les erreurs. La surexpression de surénergie peut entraîner des comportements nuisibles et un désordre apparent, il faut donc vivre de manière intelligible pour éviter cela. Il ne faut pas abandonner une structure tant qu'elle a un potentiel d'amélioration. L'idée est de se focaliser sur l'intelligence avant de se tourner vers d'autres choses. L'humain a tendance à se fier à sa créativité et à sa désorganisation, mais cela peut entraîner des problèmes. Le conscientisme cherche à prendre en main sa propre croissance, mais souvent il se tourne vers la société pour s'alimenter. Les frictions entre la créativité de chacun peuvent créer des conflits et mener à la destruction. Il est important d'organiser les choses de manière réfléchie pour accomplir des résultats. Certains privilégient la vie intérieure tandis que d'autres valorisent la vie extérieure, mais il est possible que les deux ne soient que des illusions de l'ego et n'aient d'importance qu'à ses yeux. L'auteur exprime sa perception de la vie et de la spiritualité. Il remet en question l'importance accordée à la vie dans la maison par certains, affirmant que les deux aspects de la vie sont ennuyeux. Il aborde la notion de spiritualité en soulignant que beaucoup de gens qui se disent spirituels ne font référence qu'à des traditions et des émotions, plutôt qu'à l'esprit supramental. Il affirme que la spiritualité est une relation entre l'esprit et l'âme, mais que cela se limite souvent à adorer des dieux morts et des formes archétypales. Il critique les sciences ésotériques telles que la numérologie et l'astrologie, soulignant qu'elles ne sont que des études de l'involution et ne peuvent prédire l'influence de l'intelligence dans le futur. Il affirme que l'homme nouveau n'a pas besoin de ces sciences car il est libre et n'a pas besoin de prédire l'avenir. L'auteur se réfère également à l'émergence d'un nouveau langage vibratoire, originaire du plan supramental, qui permettrait de communiquer sans biais ni coloration. Finalement, il affirme que l'ordre est mécanique et s'exprime à travers le sang, contenant les mémoires individuelles et collectives. Dans cette discussion, il est abordé le sujet de la réincarnation à travers le don d'organes après la mort. Il est expliqué que donner ces organes permet de réincarner une partie de soi-même et d'éviter d'aller dans le monde de la mort. De plus, cela permet à ces organes de vivre une évolution plus rapide. Ensuite, le déplacement des mémoires est abordé. Il est dit que les mémoires se déplacent à la vitesse du vent ou du nuage, ce qui n'est pas très rapide. De plus, il est mentionné que la mémoire est contenue dans les photons, qui nous permettent de voir, et se déplace à la vitesse de la lumière. La discussion se poursuit en évoquant les problèmes liés à la digestion du passé et à la réincarnation des vies passées. Il est expliqué que chaque individu digère les choses à sa manière et que la perte de conscience de certaines étapes peut poser des problèmes. Ensuite, la création de l'homme est discutée. Il est expliqué que l'homme est apparu après la création, suite à un refroidissement qui a permis l'organisation des particules. Les planètes se sont formées autour des soleils et, dans certaines conditions, la structure organisationnelle s'est développée pour engendrer des formes de vie. L'intelligence, provenant de contacts énergétiques extraterrestres, a conduit à une hypertrophie du cerveau et à la création de l'homme. En conclusion, l'homme n'est pas un accident de la création, mais intentionnel. Il cumule l'énergie de la création pour la ramener vers l'instantanéité. Cependant, l'évolution et la prise de conscience amènent de plus en plus d'éléments à organiser, ce qui peut poser des difficultés. Le cerveau et le système endocrinien sont liés à l'intentionnalité de l'homme et aux activités telles que gagner de l'argent. Le premier objectif de la conscientisation devrait être la liberté. La synchronisation des hémisphères du cerveau permet de voir les choses sans point de vue ni illusion,
et peut être améliorée grâce à des techniques comme le balayage mental et le comptage isométrique. L'isométrisation cérébrale permet aux individus de développer un équilibre entre les aspects mental et astral de leur être. Le désordre dans la vie peut être repoussé en créant une organisation et une structure comme un château, où il y a la liberté et la paix à l'intérieur, et où des délégués tels que les armées sont présents pour protéger les paysans. Les murs des châteaux marquent la frontière entre le désordre et l'ordre. Lorsque le pont-levis baisse, ce qui sort du château représente l'ordre, que ce soit par la force ou par des lois et des impôts. Le but ultime pour ceux à l'extérieur est d'habiter dans le château, mais l'accès n'est pas ouvert à tous pour éviter que le désordre ne pénètre. Parfois, le prince décide de marier Cendrillon, une pauvre, et elle entre dans le château, ce qui peut entraîner des changements et des transformations. Pour obtenir la liberté, il est nécessaire d'organiser et de structurer l'extérieur. Celui qui crée une entreprise doit trouver des acheteurs pour prospérer et être libre, il doit donc organiser la société, ce qui peut entraîner du désordre initial mais se rapprocher de l'ordre avec le temps. Elle serait d'atteindre une aristocratie où l'ordre, la discipline et une morale intelligente prévalent, permettant un équilibre égalitaire. Actuellement, la structure sociale reste pyramidale sur le plan énergétique et n'est pas totalement égalitaire en termes de liberté.